intervention. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants de très grande qualité qui sont un peu au sommet de leur profession. Je vous ai envoyé dans l'invitation le lien Wikipédia de M. Chalmin. Donc je pense que tout le monde connaît, ceux qui ne vous connaissaient pas précédemment, maintenant vous connaissent bien. Donc la manifestation de fin d'année est une manifestation un peu traditionnelle maintenant, hein, qui est le bilan de l'année en cours et les perspectives de l'année à venir. Alors, c'est une manifestation que l'on fait depuis plusieurs années, et année après année, on change un petit peu le format. La réflexion pour cette fin d'année, c'était de se dire, on est peut-être actuellement dans une nouvelle situation, avec des éléments qui sont en train de se mettre en place et qui ont influé sur les marchés en 2021, qui influeront sur les marchés en 2022. Alors, sans que ce soit exhaustif, hein, on peut parler évidemment d'abord des matières premières, hein, on a vu leur envolée, donc c'était d'autant plus intéressant d'avoir quelqu'un comme M. Chalmin pour nous parler justement des matières premières, de leur niveau actuel, de pourquoi ce niveau, et puis d'avoir un peu l'opinion de M. Chalmin sur l'évolution qu'il peut anticiper sur ces matières premières. Il y a les problèmes d'inflation, bon, c'est l'ensemble, les matières premières participent à la formation de l'inflation. Il y a l'attitude des banques centrales qui est en train de un peu changer, à mon sens pas assez. Donc on a tout un contexte économique qui est en évolution. Donc sur la première intervention va être justement liée au problème matières premières, et je pense qu'au moins si vous ne le faites pas par les questions, on dérivera sur les problèmes d'inflation, à mon avis, de manière... c'est très lié. Et puis la deuxième intervention, donc Julien Nebenzal, les anciens membres de la FAT le connaissent bien, puisque c'est un ancien président de la FAT, créateur du cabinet des Maïdé, et qui aujourd'hui a monté un fonds d'investissement. Et lui va analyser les marchés aujourd'hui, et puis de sa vision, sa position de gestionnaire de fonds, va nous expliquer comment il voit sa vision des marchés. Alors pas uniquement sur 2022, parce que de toute façon rien ne s'arrête au 31 décembre, mais sa vision globale de l'évolution des marchés. Voilà, donc je vous laisse le micro, et à vous. Bien, merci beaucoup, et c'est un plaisir pour moi que d'être parmi vous, sachant que, très franchement, je ne pratique pas totalement votre religion, je suis fondamentalement un fondamentaliste, et donc l'analyse technique me laisse parfois un tout petit peu rêveur, mais voilà, donc je suis un technico-sceptique, tout en convenant du fait que somme toute, à un certain nombre de moments, ceci peut être important. Alors, juste une petite présentation. Je suis un peu spécial, je suis professeur à Dauphine, et je me suis un tout petit peu spécialisé, effectivement, sur les marchés de matières premières, depuis maintenant assez longtemps, puisque l'image que vous voyez là, c'est la couverture du 35e rapport Cyclope, et vous pourrez repartir d'ailleurs avec une clé USB, Monsieur le Président, je vous en fais cadeau, il y en a 50, dans lequel vous aurez la version anglaise et aussi la version française. Et je m'excuse, ma présentation, enfin, elle vaut surtout par les graphiques que je vais vous montrer, mais elle se balade entre le français et l'anglais. L'idée, finalement, ce soir avec vous, est, au fond, l'actualité est quand même tout à fait intéressante. Vous savez que les prix du blé ont battu de nouveaux records, et jamais le blé n'a été aussi cher sur Euronext, la cotation FOB-Rouen ayant dépassé les $300 la tonne. Hier, le gouvernement américain vient d'annoncer qu'il lâchait 50 millions de barils de la réserve stratégique pour essayer de faire tomber un petit peu le coût de l'essence aux États-Unis. Eux aussi ont les mêmes soucis que nous. Et
effectivement les prix du pétrole, nous sortons d'une véritable crise du gaz, et sur nombre d'autres matières premières, nous avons eu soit nous sommes au pic, soit les pics sont à peine derrière nous. Nous restons dans une période extrêmement tendue, au point que certains, ce n'est pas ma vision, n'ont pas hésité ces temps derniers à parler d'un véritable supercycle sur les marchés. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un petit peu le point, sachant que ce que vous aurez dans le rapport Cyclope, il faut se souvenir bien entendu que c'est un texte qui est rédigé en février-mars de l'année, et le livre étant publié au mois de mai. Et c'est vrai que 6 mois cette année, ça fait beaucoup de temps, ça fait beaucoup d'actualité sur des marchés qui n'en ont pas manqué. Alors, simplement, nous sommes à l'automne 2021, regardons quand même un tout petit peu le monde. Je vous signale que ça, je l'avais préparé la semaine dernière, donc avant que l'on parle de la 5e vague qui semble maintenant nous préoccuper tout particulièrement, de rappeler tout bêtement que tout ce que je vais dire se fait à situation sanitaire à peu près constante, ce que je ne maîtrise guère. Vous rappelez aussi, alors j'ai oublié de me présenter, je suis historien au départ, hein. Je ne suis pas vraiment économiste, mais l'histoire est au fond une science beaucoup plus sérieuse que l'économie. Et vous rappelez que nous sommes aujourd'hui au cœur de la pire pandémie que le monde ait connue depuis un siècle, c'est-à-dire depuis la grippe espagnole des années 1919-1921, qui avait fait à l'époque entre 50 et 100 millions de morts. Si j'en crois le comptage, non pas le comptage officiel qui donnerait 6 millions de morts pour la planète, mais les calculs faits par The Economist, qui ont refait les calculs à partir d'éléments de surmortalité, nous avons largement dépassé les 15 millions de morts sur l'ensemble de la planète. On est probablement plus proche aujourd'hui de 17 millions de morts. Les chiffres, les corrigés à la hausse les plus forts, se trouvant bien entendu en Inde et en Chine. Dans la méthode de The Economist, il y aurait moins de morts en France que le chiffre officiel annoncé, mais ceci peut se comprendre pour d'autres raisons. Beaucoup de pays n'ont pas accès à la vaccination, et puis nous savons très bien que peut-être qu'après Delta, on aura, je ne sais pas, Gamma, Lambda, tout ce que vous voudrez dans l'alphabet grec, donc nous n'avons probablement pas terminé. Ça veut dire quand même que la vision que l'on peut avoir des perspectives, à la fois des perspectives économiques et des perspectives sur les marchés, se trouve quelque peu limitée par nos incertitudes sanitaires. Si je ne tiens pas compte des dites incertitudes sanitaires, c'est vrai que l'économie mondiale est repartie, que le rebond est incontestable, on va le voir, on traîne aux alentours de 5-6%, même si le ralentissement est aussi largement à l'heure, puisque grossièrement, la Chine est quasiment au point mort, puisque le PIB chinois du 3e trimestre est à peine en progression de 0,2% par rapport au 2e trimestre. Ceci sur un fond, vous venez d'en parler, Président, qui est celui de l'inflation. Et comme on peut imaginer que de toute façon, une fois la reprise faite, nous reviendrons à nos chiffres de croissance médiocres que nous avions auparavant, médiocrité de croissance plus inflation, ça rappellera aux plus anciens d'entre vous ce que le monde avait connu au début des années 80, c'est-à-dire la stagflation. C'est un mot que l'on commence quand même de plus en plus à utiliser. Dans ce contexte, oui, nous avons de fortes tensions sur les marchés de commodités. Alors dans l'ordre, on a une crise énergétique, on a une crise logistique, on a une petite crise agricole, et on a de fortes tensions sur un certain nombre de métaux, notamment ceux liés à la transition énergétique, sachant que pendant ce temps-là, le monde ne reste pas très très calme du point de vue géopolitique. Et n'oubliez pas que chaque fois qu'il y a des tensions en ce bas monde, eh bien, les marchés de matières premières en sont souvent finalement la partie émergée. C'est souvent sur les matières premières que vont s'exprimer les tensions géopolitiques de la planète, que ce soit États-Unis versus Chine, que ce soit Europe versus Russie, que ce soit bien entendu, comme à l'habitude, les tensions inhérentes à un certain nombre de pays producteurs. Je pense en particulier au Moyen-Orient. Alors simplement,
pour vous rappeler quand même quelques petites choses, mais que vous savez parfaitement, ça c'est l'évolution de la croissance économique mondiale. Et l'historien voudrait vous rappeler quand même que nous avons connu presque 2 décennies de croissance économique mondiale largement supérieure à ce que le monde avait jamais connu au XXe siècle. On voit le hockey de la crise de 2008, mais au fond il est vite oublié. Et quand vous voyez que grossièrement on s'est baladé, par exemple sur toute la décennie 2010, entre 4 et 5% de croissance mondiale, ce qui est quand même assez remarquable, largement supérieur à la croissance démographique, ça voulait dire que le PIB per capita était en croissance. Vous voyez que le hockey de la pandémie est bien supérieur à celui de 2020. En réalité, le 2e trimestre 2020 ne peut se comparer qu'au 2e trimestre de 1932. Et à cette époque, la notion de PIB mondial n'avait pas beaucoup de sens, mais ça a été quand même la pire recul économique que le monde ait connu depuis la grande crise. Le rebond, bon oui, il est naturel, il a été plus fort qu'on ne l'imaginait, partant de Chine, allant vers les États-Unis, et le quoi qu'il en coûte que vous connaissez. Le retour sur Terre, qui sera peut-être d'ailleurs un tout petit peu plus marqué que nous ne l'imaginons, du moins si la pandémie se confirme. Je voulais juste vous montrer le cas chinois, parce que la Chine, bien entendu, est au centre, je dirais, de toute chose en ce qui concerne les matières premières. La Chine est le premier importateur mondial de pratiquement toutes les matières premières possibles et imaginables. Et quand on n'est pas importateur, elle peut en être aussi exportateur ou producteur monopoliste pour un certain nombre de métaux. Et vous voyez que la croissance de la production industrielle chinoise, alors ça c'est du rythme annuel, elle est revenue sur ses tendances antérieures, c'est-à-dire 5 à 6%. Comme je vous le disais, au 3e trimestre 2021, la croissance économique chinoise n'a été en rythme annuel que de 4,9%. Et quand on fait 3e trimestre versus 2e trimestre, on est seulement à plus 0,2. Ça veut dire que pratiquement, la croissance chinoise aujourd'hui est presque à l'arrêt. Et ça, c'est un signal que nous ressentons, bien entendu, sur les marchés. En même temps, ah oui, nous avons quelque chose de totalement nouveau, c'est l'inflation. Alors l'inflation, elle est bien entendu différente suivant les pays. Vous savez que la dernière lecture du mois d'octobre aux États-Unis, on était à 6,2%, qu'on a de fortes tensions inflationnistes en Chine, que l'on a de fortes tensions inflationnistes en Allemagne. La France, pour l'instant, y a à peu près échappé. Même si, dans l'inflation, vous savez, il y a la réalité des chiffres et puis il y a le ressenti. Et je pense que même dans la rue Saint-Lazare que je viens de traverser, si l'on demandait aux gens, y a-t-il de l'inflation, est-ce que les prix augmentent, ils vous diraient, mais oui, mais oui, mais oui. Et donc le ressenti de l'inflation est bien entendu beaucoup plus élevé. Alors venons-en aux matières premières. Alors ce que vous voyez là, c'est l'indicateur Cyclope. Vous savez que quand vous suivez les marchés de matières premières, vous avez des tas d'indicateurs, d'indices qui sont calculés. Vous avez même d'ailleurs certains indices qui sont devenus eux-mêmes des objets de marché. Vous avez nombre d'investisseurs qui n'y connaissent rien aux matières premières, donc qui se contentent de suivre les indices. Je regrette simplement que je n'ai pas été assez intelligent pour que l'indice Cyclope devienne la référence mondiale, à l'image du Goldman Sachs. La différence, c'est que le Cyclope est, me semble-t-il, un peu plus intelligent que le Goldman Sachs, qui est une horrible bidouille, mais qui commence à avoir une influence assez importante, notamment chez les gestionnaires de fonds. Nous, notre indice est un indice fondé, alors qui ne reprend, qui est partiel, et tous les indices sont partiels. Nous, notre indice ne reprend que des produits sur lesquels, parce que c'est un indice que nous calculons au quotidien, donc il ne reprend que des produits pour lesquels nous avons pris de référence au quotidien, donc en clair concernant des marchés de futures. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matières premières importantes qui ne sont pas dans notre indice, ni dans d'autres indices. Je pense au fer et à l'acier, je pense aux grandes bases de la chimie, etc. Les indices surreprésentent, je dirais, les grandes matières premières classiques, celles que vous connaissez, mais qui sont importantes en termes de marché financier, qui ne sont pas forcément les plus importantes dans l'économie réelle. Donc, la ligne rouge, c'est l'indicateur global.
dans lequel il y a énergie, métaux, produits agricoles. Et si on enlève l'énergie et les métaux précieux, ça vous donne la ligne bleue. Alors, j'attire votre attention que tous nos graphiques sont en semi-log, donc ça écrase un petit peu les perspectives. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce qu'a été la conjoncture de ces 25 dernières années. Nous avons terminé le XXe siècle. Entre nous, vous ne m'auriez pas invité à faire une conférence à la fin du XXe siècle sur les matières premières. Ça n'intéressait rigoureusement personne. On était dans le trip de la nouvelle économie et autres machins de ce genre. Et c'est vrai, alors mes prix sont en valeur réelle et en dollars, en valeur courante, pardon, et en dollars. Et vous voyez que à la fin du XXe siècle, le point le plus bas suivant l'indice global, mais c'est un peu à cause du pétrole. Je vous rappelle que fin 98, le pétrole, il y avait la une de The Economist, c'était oil de 0,5 $ a barrel. Donc des gens intelligents se posaient la question si le pétrole pouvait descendre à 5 $ le baril. C'était fin 98. Donc c'est le point le plus bas de ma ligne rouge. Le point le plus bas de ma ligne bleue, il intervient fin 2001, début 2002. Et par rapport au point le plus haut, ce que l'on a au printemps 2008, puis encore au début 2011-2012, les prix mondiaux en valeur courante sont multipliés par 6 ou 7. Et vous voyez d'ailleurs que le point le plus haut sur la courbe bleue, donc agriculture et métaux, se trouve lui atteint courant 2011. Grossièrement, le point haut, c'est le taux lendemain des vacances du Nouvel An chinois. Ensuite, donc nous avons vraiment eu à ce moment-là ce que je n'aime pas appeler, mais qu'on appelle maintenant, nous avons vraiment un super cycle entre grossièrement 2006 et 2013. À partir de 2013, sur le pétrole certes, mais aussi sur la plupart des autres produits, nous connaissons une phase de digestion, comme on en a largement connu, avec l'arrivée sur le marché de tous les investissements nouveaux de la période précédente, et ceci durait encore grossièrement jusque vers 2019. Vous voyez que le réajustement actuel nous ramène à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2012-2013, que pour l'instant en tout cas, à la lecture des graphiques, vous voyez qu'il m'arrive de faire un peu d'analyse technique, mais à ma manière, nous sommes très très loin de quelque idée de supercycle que ce soit. Bon, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs crises. Incontestablement, la plus importante, c'est la crise énergétique. Et là, il y a eu une nouveauté, quelque chose que personne n'avait anticipé, c'est que le déclencheur de la crise énergétique, ce ne serait pas, comme d'habitude, le pétrole, et ça allait être le gaz naturel. Et là, c'est quelque chose de nouveau et qui, alors peut-être est un peu loin de vos préoccupations, dans la mesure où le gaz naturel fait l'objet essentiellement de marchés OTC. Bon, les futures sur le gaz naturel, c'est le gaz naturel américain. Alors, je vous donne juste, pour ceux qui n'y connaîtraient rien en gaz naturel, il n'y a pas pour l'instant véritablement de prix mondial du gaz naturel. Et en réalité, il y a 3 marchés du gaz naturel. Il y a un marché qui est le marché américain. Pour faciliter les choses, on cote le gaz naturel dans une curieuse invention d'origine britannique qui est le British Thermal Unit. Et donc, vous voyez le prix sur le marché américain, ça c'est le prix du début de la semaine, 4,90 $, le MBTU, ça veut dire le million de British Thermal Unit. Je conçois que ce ne soit pas quelque chose qui vous soit très familier. Le plus simple, vous multipliez ce chiffre par 6 et vous avez grosso modo un équivalent en équivalent gaz naturel en baril de pétrole. Ça veut dire que grosso modo, si le gaz naturel aux États-Unis coûte 5 $, le million de BTU, c'est à peu près l'équivalent de 30 $ le baril de pétrole. Ça, c'est pour du gaz gazeux sur le marché américain. Il ne vous a pas échappé que le gaz, ça pouvait se transporter de 2 manières, soit avec des tuyaux
mais on ne sait pas encore faire traverser ces tuyaux. On peut traverser des détroits, on peut même aller grossièrement de la Libye à l'Italie, on traverse le détroit de Gibraltar, bien entendu, on ne peut pas traverser les océans. Donc le prix américain, c'est le prix américain, ça n'a rien à voir avec le reste du monde, sauf que les États-Unis, qui avant les gaz de schiste se préparaient à devenir des importateurs nets, grâce au gaz de schiste, sont devenus des exportateurs nets. Alors ils exportent du gaz vers le Mexique, par exemple, par des tuyaux. Pour le reste, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend ce gaz naturel, on le liquéfie, on le transporte dans un navire spécial qui est un méthanier à température négative très basse, et puis ensuite on le regazéifie. Et donc vous avez un deuxième prix de référence qui est plutôt un prix mondial, celui-là, même s'il est très centré sur l'Asie, qui est la grande zone importatrice. C'est le prix, là c'est le LNG, le GNL, le gaz naturel liquéfié. Et puis, donc ça c'est mon deuxième marché. Et puis vous avez un troisième marché, qui est le marché européen. L'Europe, elle, produit de moins en moins de gaz naturel, mais elle peut importer par tuyau, et elle importe de nos chers et délicieux amis russes ou algériens. Alors, pour compliquer les choses, le marché européen, lui, il cote, c'est ce qu'on appelle le TTF, qui est un marché papier néerlandais, et on cote en euros le mégawatt, puisque l'essentiel quand même de ce gaz est utilisé pour produire de l'électricité, donc on cote en euros le mégawatt. Pour vous compliquer d'ailleurs un peu plus, nos amis britanniques, maintenant qu'ils ont quitté l'Europe, ils sont revenus à leurs chers amours, et eux, ils cotent en pence par terme. Et j'avoue que je ne me souviens plus comment on passe du pence par terme à l'euro le mégawatt. Alors, les prix tels que je vous les montre, nous sommes donc à 5 $ le million de BTU aux États-Unis. C'est un prix qui a relativement augmenté, qui est supérieur au coût de production des gaz de schiste, mais sans excès. Soyons honnêtes, ces dernières années, on se baladait plutôt aux alentours de 2 ou 3 $ le million de BTU. En Europe, en Asie, alors là, on a eu des variations extraordinaires, puisque nous sommes aux alentours de 30 $ le million de BTU aujourd'hui sur le GNL en Asie, sachant que le coût de liquéfaction, transport, regazéification, ça coûte quand même 3-4 $ le million de BTU. Donc il y a une différence de prix entre naturel, je dirais, entre le gaz gazeux et le GNL. Et donc, en Asie, au mois de mai 2020, le GNL coûtait 1,50 $ le million de BTU. Donc, ça ne couvrait vraiment aucun frais. On est monté à 45 $ le million de BTU au mois de septembre. Et aujourd'hui, on est à l'entour de 30 $ le million de BTU. Et en Europe, eh ben, nous avons connu une flambée des prix, vous allez la voir. Et nous sommes montés, on se balade, suivant les déclarations de Poutine, à un équivalent de 30 à 40 $ le million de BTU. Si vous faites le calcul, 30-40 $ le million de BTU, ça me fait du gaz naturel aujourd'hui qui vaut à peu près 2 fois plus cher que le pétrole. Et c'est là ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, la crise énergétique, elle est partie du gaz naturel. Vous voyez d'ailleurs, on a eu une flambée d'ailleurs du prix des frettes pour les méthaniers. Et le gaz naturel, alors pourquoi? On va le voir. Une crise énergétique en Europe, une crise énergétique en Chine, en Asie et notamment en Chine. Le résultat, ceci on va le voir, a poussé en Europe les prix de l'électricité et a posé d'énormes problèmes en Chine avec une flambée au passage des prix de steam coal, c'est-à-dire du charbon vapeur. Au passage, tout ceci a eu un impact. Et donc cette crise énergétique a un impact sur nombre d'utilisations. Le gaz naturel, ça sert à quoi? Aussi à faire de l'ammoniac, à faire de l'urée, donc des engrais azotés, flamber des prix des engrais, on retrouvera ça sur le domaine agricole, flamber des prix d'un certain nombre de produits chimiques, et même avec ce qui s'est passé sur le pétrole, j'y reviendrai, augmentation des prix des biocarburants, donc des grains et des huiles végétales.
Alors, juste quelques petits graphiques pour vous montrer. Alors, j'espère que celui-ci, je ne sais pas si vous pouvez le voir si vous êtes au fond. C'est un graphique un tout petit peu compliqué. À gauche, ce sont les prix exprimés en dollars le million de BTU. Et en droite, c'est en euros le mégawatt. La courbe, alors les différentes courbes, la courbe rouge ici, c'est, vous le voyez, la courbe du GNL en Asie. Ça, c'est la courbe du gaz naturel au Royaume-Uni. La courbe bleue ici, c'est, vous voyez, le passage en 2020, on est à peu près à 3-4 euros et c'est ça a été ramené en dollars, mais à l'époque, on était allé, mettons, à 3-4 euros le mégawatt, et on est monté au plus haut, en séance, on est monté certains jours au mois d'octobre à 160 euros le mégawatt. Depuis, suivant Poutine, on se balade aujourd'hui vers les 70-80 euros le mégawatt, c'est-à-dire par rapport au prix tendanciel, vous voyez qu'on avait jusque-là, eh ben, ce sont des prix qui sont largement multipliés par 6 ou 7 par rapport au prix d'avant la crise. Donc, c'est vraiment une crise extrêmement importante. La courbe verte ici, vous voyez, elle est beaucoup plus raisonnable. C'est la courbe du prix sur ce qu'on appelle le Henry Hub, c'est-à-dire NYMEX Natural Gas Henry Hub. C'est la cotation du NYMEX dont le lieu de livraison est un carrefour de gazoducs qui s'appelle le Henry Hub. Mais vous voyez que notre courbe là a 6 ou 7 ans, mais nous n'avons jamais eu sur le gaz naturel des tensions pareilles. Vous voyez, pareil, en janvier, il y a eu un hiver extrêmement rigoureux en Asie. On a eu une très très brève tension. On est monté, il y a même eu, paraît-il, une ou deux transactions qui se sont faites à 40 $ le million de BTU, mais ça a été relativement exceptionnel. Donc on a actuellement une tension extrêmement forte. Alors, laissons le cas américain. Ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, les prix européens et les prix asiatiques sont presque aujourd'hui au même niveau. Alors, ceci a eu des effets. Regardez, c'est une commodité, l'électricité. Alors, avec un système, bon, j'ai beau être un économiste libéral, je pense que c'est totalement absurde. Vous savez qu'en Europe, le prix de l'électricité sur le marché de gros, c'est le prix du dernier kilowattheure appelé. Le prix du dernier kilowattheure appelé en Europe, ce n'est pas le prix d'une centrale nucléaire, c'est bien entendu le prix d'une centrale à gaz. D'où la flambée que vous avez vu, que vous voyez sur le prix de l'électricité. Là que vous rajoutez un T, c'est la cotation de Powernext. Mais vous voyez, on a eu les mêmes tensions. Alors ça regarde plutôt les Chinois pour le charbon vapeur, parce qu'en Chine, ils ont eu des pénuries d'électricité, ils ont été obligés de réduire un certain nombre de capacités de production métallurgique, et donc ils ont rouvert des mines, puis ils se sont mis à importer comme des fous du charbon, notamment d'Indonésie, et vous voyez la hausse des prix. Alors, depuis ce graphique, puisque là ce sont des moyennes mensuelles, depuis le prix est retombé, et on est plutôt aujourd'hui dans la zone des 150 $ la tonne. Mais on a eu, je dirais, ce même type de tension. Alors, je le mets quand même dans la même zone, puisque cette crise énergétique intervient à un moment où, COP26 aidant, nous sommes en plein cœur d'une transition énergétique, et c'est vrai qu'enfin, le marché du carbone, le marché des quotas européens, commence à ressembler à quelque chose. Et je vous signale d'ailleurs qu'il faudrait même actualiser cette courbe, puisque je crois que vendredi dernier, nous sommes passés au-dessus, pour la première fois, au-dessus des 70 € la tonne de carbone. Ce qui commence, bien entendu, à jouer un rôle. Alors, je reviendrai sur tout cela. Le produit, à la limite, dans cette crise énergétique, qui serait presque resté le plus raisonnable, c'est le pétrole. Alors là, nous venons sur des marchés, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent et suivent. Vous avez en bleu
le prix du Brent et en rouge le prix du WTI. Ce sont sur le marché du pétrole les deux marqueurs de référence. Les autres qualités de brut sont en général cotées en référence à l'un ou l'autre, plutôt le Brent, même si en termes de volume traité, le WTI est plus important. Donc, mais l'un et l'autre se suivent relativement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors, historiquement, moi j'ai connu toute une période durant laquelle, avant ce graphique, le WTI, qui est un pétrole léger, donc normalement mieux valorisé, le WTI coûtait 3-4 dollars de plus le baril que le Brent. Aujourd'hui, la situation s'est totalement inversée. Vous voyez qu'on a eu dans les années 2012-2013 des spreads entre le Brent et le WTI qui sont allés jusqu'à 10 dollars. Et aujourd'hui, les deux marchés se suivent et se collent à peu près à 2 dollars d'écart entre l'un et l'autre. Alors, vous connaissez l'histoire, effondrement total des prix en 2020. Alors bon, l'histoire, vous vous en souvenez, il y a eu ce moment merveilleux, totalement drôle, où pendant quelques heures, le prix du WTI a été négatif. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que sur un marché à terme, et sur un marché de futures, sur nos produits, je vous rappelle que tout a été inventé sur les matières premières. Hein. Vous croyez tout savoir sur les produits financiers, mais en fait, toutes vos techniques de marché dérivé, c'est sur les matières premières qu'on les a inventées. Les premiers swaps, ils se font sur le marché des tulipes à Amsterdam en 1635, et le plus vieux marché de futures au monde, c'est un marché du riz dans la plaine du Kansai à l'époque des Tokugawa. Et donc, grossièrement, sur nos marchés, nous avons conservé dans la plupart des cas l'exigence de la livraison physique. Et donc à la dernière heure du dernier jour de la dernière échéance, le physique et le papier convergent l'un vers l'autre et vous pouvez, si vous restez en position à ce moment-là, vous devez livrer ou prendre livraison. Bien entendu, les investisseurs ne resteront jamais sur la dernière échéance, parce qu'il y a toujours, et dans un certain nombre de cas, alors il y a des marchés très particuliers comme le London Metal Exchange, mais vous pouvez vous faire squeezer. Il vient d'y avoir un superbe squeeze sur le cuivre, par exemple, sur le LME, parce que là, il y a une dimension physique plus importante. Mais même sur des marchés, sur le modèle américain, la dimension physique reste quand même importante. Vous aviez un certain nombre de gens, alors dit-on des investisseurs pilotés par de grandes banques chinoises, qui pour des raisons qui m'échappent, sont restés en position, et donc ils étaient acheteurs, ils étaient en position longue, ils étaient acheteurs de WTI, et donc ils se sont retrouvés le lundi soir à devoir prendre livraison de pétrole à Cushing dans l'Oklahoma, qui est le lieu de livraison du pétrole dans l'Oklahoma, sur le marché américain. Manque de bol, il n'y avait aucune capacité de stockage de libre. Je pense qu'il y avait des petits malins qui avaient bloqué toutes les capacités de stockage possibles et imaginables. Donc les gens étaient certes prêts à acheter, à payer, mais ils ne pouvaient pas physiquement recevoir le pétrole. Ah, c'est dommage, vous ne pouvez pas recevoir du pétrole. Ben oui, mais nous, on est obligé de vous le donner. Ah, je veux bien éventuellement vous revendre le contrat. Mais c'est descendu à moins 35 dollars. Ça, c'est un très très joli petit squeeze qui rappelle sur nos marchés qu'il y a toujours cette dimension physique qu'il ne faut pas oublier. Alors, oublions ça. Malgré tout, en moyenne sur le mois de mai 2020, le Brent est tombé à 15 dollars le baril. Ensuite de quoi, on a eu, orchestré d'ailleurs par les États-Unis, la décision de l'OPEP+, c'est-à-dire l'OPEP et la Russie, de sortir 10 millions de barils jour du marché. Je vous rappelle, marché du pétrole, 100 millions de barils jour, et à un moment donné, la demande mondiale avait baissé de 25%. Donc on se retrouve avec des stocks monstrueux. Ils ont sorti au mois de mai, à partir du mois de juin en réalité, 10 millions de barils jour du marché, ce qui a permis, vous le voyez, de remonter légèrement dans la zone des 40 dollars le baril.
Et puis peu à peu, au fil de la reprise économique, qui a été plus forte qu'on ne l'avait imaginé, vous voyez, le marché est remonté peu à peu pour arriver vers, finalement, ce qui était, à mon sens, l'objectif des producteurs, c'est-à-dire 60-70. Ils n'ont pas intérêt à tuer la consommation, mais leur fiscal break-even, pour la plupart d'entre eux, est au minimum dans cette zone-là. Ils se sont d'ailleurs engagés à peu relâcher leurs quotas. Ils ont pris une décision au mois de juillet et normalement ils relâchent 400 000 barils de jour chaque mois pour peu à peu accompagner la reprise de la consommation mondiale. Ça a relativement bien marché et puis il y a eu les tensions liées au gaz naturel. Et s'il n'y avait pas eu le gaz naturel, je pense que le pétrole serait resté gentillettement, on n'en aurait pas trop parlé, sur 70 et 80 dollars. Le gaz naturel a aspiré quelque part le pétrole, alors pour une raison d'ailleurs, qui est que dans certaines industries, dans certaines consommations, vous avez une substitution actuellement de pétrole, c'est-à-dire de fuel, vis-à-vis du gaz naturel. Le gaz naturel vaut deux fois plus cher que le pétrole. Donc si vous avez une centrale thermique aujourd'hui, dans un pays du tiers-monde, il vaut mieux la faire tourner au fuel. C'est encore plus polluant, on s'en fout. De toute façon, ça ne vaut rien au niveau mondial. Il vaut mieux la faire tourner au fuel plutôt que de la faire tourner au gaz naturel. Donc vous avez un transfert de consommation qui est peut-être quand même évalué de l'ordre de 1 million de barils jour. Et n'oubliez pas qu'on est sur les marchés sur lesquels on raisonne à la marge. Donc, nous sommes passés au-dessus de 80, on est monté à 85. Alors là, on a touché les 85 dollars quelque part depuis il y a une bonne dizaine de jours. Nous avons des gens d'ailleurs qui sont systématiquement bullish, je pense notamment aux ineffables de Goldman Sachs, qui jouent le pétrole à 100 dollars le baril, voire plus, ce qui me paraît totalement erroné, mais chacun a le droit de faire les prévisions qu'il veut faire. Mais depuis quelques jours, le marché avait déjà pricé la décision qui a été annoncée hier de Joe Biden de remettre sur le marché une petite partie de la réserve stratégique américaine et d'entraîner dans ce mouvement les Chinois, qui n'ont pas encore annoncé combien ils allaient sortir de leur réserve, les Japonais, les Coréens, les Indiens et les Britanniques. Donc normalement, pour l'instant on attend le chiffre chinois, mais on est déjà aux alentours de 70 millions de barils qui pourraient être dans les semaines à venir, remis sur le marché. Alors 70 millions de barils, vous me direz, ça ne fait pas beaucoup, mais même si j'étale la chose sur un mois, ça me fait quand même, je pense qu'on arrivera peut-être à 100 millions de barils, ça me fait quand même 2 ou 3 millions de barils jour, et là, ça peut avoir un impact. Le marché l'avait déjà pricé, et aujourd'hui, on est revenu dans la zone des 80. Paradoxalement, comme pour des raisons techniques, l'annonce américaine est un peu complexe, dans la mesure où il y a un échange sur le marché, ça a un peu déçu le marché, et paradoxalement, le prix du pétrole est remonté au lendemain de l'annonce de Joe Biden. Mais ça ce sont parfois les mystères des marchés que vous connaissez mieux que moi. Donc, mais j'attire votre attention sur un fait, c'est que, alors évidemment, tout le monde hurle, moi j'arrête pas de donner des interviews sur le prix de l'essence et autres machins de ce genre, mais on est loin de la période 2011-2014, durant lesquelles grossièrement, l'Arabie Saoudite s'est sacrifiée pour assurer l'ajustement du marché. Et on est tenu, vous voyez, que pour le Brent, on s'est baladé entre 100 et 120 dollars le baril, ce qui a fait incontestablement la fortune du pétrole de schiste américain. En 2014, ils se sont dit, merde, on en a marre de se sacrifier pour les autres, et on a eu un premier contre-choc. Vous voyez qu'on était tombé, à un moment, on est tombé à 25 dollars le baril au tournant de 2015-2016. Et je vous rappelle que le record, c'est le 10 juillet 2008, où en séance, on est monté à 147 dollars le baril. Alors, nous sommes au cœur d'une crise énergétique, et cette crise, finalement, elle nous interroge énormément, et elle a énormément
de dimension. C'est ça qui est passionnant avec l'énergie, c'est qu'on se trouve finalement dans à la croisée de nombre de tensions et finalement la lecture de la crise peut être très différente suivant l'angle sous lequel on se place. Bon, incontestablement, il y a une dimension géopolitique. Il est clair que la Russie est en train d'utiliser l'arme du gaz et qu'elle n'est pas totalement neutre dans le déclenchement de la crise. Ils ont sciemment réduit non pas, ils ont tenu leurs engagements contractuels, ils n'ont pas alimenté le marché spot comme ils auraient pu le faire, ce d'autant plus qu'ils attendaient la mise en place, vous le savez, d'un nouveau gazoduc, Nord Stream 2. Pourquoi ce gazoduc Nord Stream 2 ? Parce qu'il passe par la Baltique, il permet d'éviter l'Ukraine et la Pologne, des pays pas sympathiques du tout quand on est russe, et finalement, la mise en place de Nord Stream 2, c'était une garantie pour l'Europe occidentale de ne pas avoir tous les ans la guerre du gaz entre la Russie et l'Ukraine sur le partage des royalties pour le transfert du gaz. Le problème, c'est que Nord Stream 2 a fait l'objet d'une opposition féroce de la part des Américains, donc a pris beaucoup de temps. Le gazoduc est fini. Les autorités allemandes sont en train de regarder s'ils peuvent le certifier, et elles viennent d'ailleurs de repousser leur décision au mois de mai. Ça veut dire que nous n'aurons pas Nord Stream 2 opérationnel jusqu'au mois de mai. C'est dommage puisque c'est maintenant la grande période de consommation. Il fait froid actuellement, vous ouvrez votre chauffage, donc vous consommez du gaz, et ce gaz a de fortes chances d'être du gaz russe. Donc cela maintient un niveau de prix élevé. Les Allemands eux-mêmes sont partagés. Il ne vous a pas échappé qu'il y a actuellement une coalition qui se met en place. Les Verts sont totalement opposés à Nord Stream 2 et font tout pour ralentir autant que se faire le processus. Et pendant ce temps-là, la Russie et Poutine versent de l'eau tiède sur le débat et essaient au passage de détacher un certain nombre de pays européens de leur européanocentrisme. On les voit bien dans les négociations avec la Hongrie, avec la Bulgarie, et de manière encore plus caricaturale avec la Moldavie. Donc on a vraiment une utilisation par la Russie de l'arme du gaz, et ça tombe, je dirais, très bien pour la Russie, parce que si l'Europe veut se détacher de sa dépendance russe, il faut qu'elle augmente ses importations de gaz naturel liquéfié. Manque de bol, les tensions sont telles sur le marché du GNL du fait de la demande asiatique que le GNL coûte aussi, voire plus cher que le gaz en provenance des gazoducs européens. Les Algériens font actuellement exactement la même chose avec les Espagnols. Alors on a quelques autres conflits, j'ai mentionné la Chine et l'Australie. L'Australie a fait quelques remarques désagréables sur la manière dont la Chine était responsable de la pandémie. Ça n'a pas du tout plu aux Chinois qui boycottent un certain nombre de produits australiens. Alors, ils n'ont pas touché au minerai de fer parce que ça, il n'y a pas d'autre solution pour eux, mais ils n'importent plus de charbon, ils n'importent plus de blé, ils n'importent plus d'orge, plus de vin en provenance d'Australie. Et bien entendu, ceci a eu des conséquences sur le marché du charbon dans ce cas-là. On pourrait rajouter d'ailleurs qu'à côté de l'improbable coalition OPEP+, quels sont les intérêts communs entre l'Arabie Saoudite et la Russie? C'est intéressant, et c'est intéressant à relire géopolitiquement dans la stratégie russe dans le Golfe. Il y a aussi deux pays, parce que finalement, les prix du pétrole sont... excusez-moi. Les prix du pétrole sont élevés, relativement élevés, mais je vous rappelle qu'il y a deux producteurs qui sont en dehors du marché aujourd'hui, et deux producteurs potentiellement importants, le Venezuela et l'Iran. Le Venezuela, bon, dans les deux cas, c'est un embargo américain. Le Venezuela, de toute façon, c'est un suicide total. Donc, de toute manière, il n'a même plus de capacité de production et il s'est totalement effondré. L'Iran, par contre, si jamais
Mais je ne suis pas sûr qu'il y en aura un. Mais si jamais il y avait un accord sur le nucléaire iranien, si les États-Unis mettaient un terme à leur embargo pétrolier sur l'Iran, donc l'Iran ne peut pas normalement vendre de pétrole sur le marché mondial, ou du moins les entreprises qui achètent du pétrole à l'Iran peuvent et sont susceptibles de sanctions de la part des autorités américaines, et vous savez que celles-ci ont quand même le bras très long, mais si jamais il y avait un accord, ce sont 2 millions de barils jour iraniens qui pourraient revenir sur le marché du pétrole. Donc ma vision est, de ce point de vue-là, relativement baissière quand même. Bon, nous avons bien entendu des questions. Alors je parlais d'aléas sanitaires, mais surtout de tous nos marchés, nous avons aussi des aléas climatiques. Je suis incapable de vous dire, il fait très froid actuellement. Est-ce que ça va se prolonger? Est-ce que nous allons avoir un hiver très rigoureux? Ceci aura une certaine importance sur nos consommations de gaz et d'électricité, bien entendu. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous avons eu une crise du gaz, c'est que nous avons eu moins de production de renouvelables cet été en Europe, en particulier parce qu'il y a eu très très peu de vent en Allemagne. La production d'électricité à base d'éoliennes a considérablement diminué en Allemagne. C'est pour ça que l'on a eu une demande accrue de gaz, ce qui fait qu'on a abordé l'automne avec des stocks de gaz en Europe centrale qui étaient beaucoup plus faibles que ça aurait dû être le cas. Alors nous avons bien entendu le choc des politiques énergétiques. Vous savez qu'en Europe, nous avons une vision extraordinairement verdâtre dans laquelle il faut tout faire pour le renouvelable. On a quand même réhabilité quelque peu le nucléaire, on est en train de mettre un terme au charbon, mais vous savez que dans le cas du Green Deal, de ce nouvel ordre vert que l'on nous promet, la transition énergétique se ferait à pas accéléré, ce qui au passage augmentera de manière très forte si on en... et même sans aller jusqu'à suivre les Verts, c'est-à-dire à mettre un terme au nucléaire partout, mais même je dirais, en utilisant les visions un peu plus raisonnables de certains Verts, on va quand même vers une dépendance accrue européenne, en particulier sur le gaz naturel. La Chine est confrontée à des problèmes d'une autre nature, c'est-à-dire que la Chine essaie effectivement de sortir du charbon, mais elle n'y arrive pas. Elle a été obligée, comme je vous l'ai dit, d'augmenter sa production de charbon pour répondre à la crise énergétique et aux pénuries, aux coupures d'électricité auxquelles on a assisté dans un certain nombre de régions. Aux États-Unis, on a la même ambiguïté. D'un côté, un discours presque écolo de Biden qui se remet à isoler un certain nombre de régions en interdisant les forages pétroliers ou gaziers, notamment dans l'Alaska, dans un certain nombre de zones protégées, dans les parcs naturels, etc. Mais en même temps, la prise de conscience que les États-Unis, qui étaient presque devenus autonomes énergétiquement, redeviennent de plus en plus dépendants. Sachant que pour l'instant, nous en sommes encore assez loin au niveau des renouvelables. Pour l'instant, moi, ma vision est que les renouvelables de première génération, c'est-à-dire l'éolien et le solaire, sont arrivés un peu au bout de leur logique. J'attends, je dois l'avouer, toute une deuxième génération, biomasse et autre chose de ce genre. Et puis, il y a un énorme progrès à faire sur les marchés de l'électricité, notamment en termes à la fois de grids et puis de systèmes de stockage qui restent quand même largement insuffisants. Voilà ce qu'il en est de la crise énergétique. Les perspectives qu'on peut faire, c'est que sur le gaz, tout va dépendre de la température en Europe cet hiver. Ensuite, on pourrait imaginer ce que l'ineffable M. Castex est allé dire lorsque il a été question de... On a gelé, vous le savez, les prix du gaz aux consommateurs en disant on rattrapera plus tard. En toute logique, il y a quand même une certaine saisonnalité du prix du gaz. Et donc, normalement, on pourrait avoir, on peut l'espérer en tout cas, une baisse des prix à partir du printemps. Mais on ne reviendra probablement pas au prix très déprimé que l'on avait connu sur la période 2018-2019. Sur le pétrole, je suis relativement baissier. Je n'achète pas les scénarios à 100 $ le baril. Ma prévision, alors vous pouvez l'oublier, c'était 60 $ le baril en fin d'année. Ça, je pense quand même
que je me trompe. La plupart de mes petits camarades, et je partage assez cela, nous estimons que le marché sera probablement excédentaire au premier trimestre de 2022. Tout dépendra bien entendu de la stratégie de l'OPEP. L'OPEP a peur d'une 5e vague, donc, le risque avec le lâcher des stocks stratégiques américains et chinois, c'est que ça incite l'OPEP à ne pas ouvrir un peu plus le robinet. Mais ma vision est quand même, la plupart des prévisions sur les prix moyens, je n'ai pas encore fait mon exercice de prévision pour 2022, mais je pense que nous devrions nous trouver quelque part entre 70 et 75 dollars le baril. Puisque je viens de donner un interview à TF1 sur le prix de l'essence, et je leur disais, dans le meilleur des cas, on y gagnera peut-être quelques centimes à Noël, mais ça n'ira pas très très loin. Il ne faut pas se faire d'illusions. De toute façon, en France, nous avons un immense avantage, c'est que nous ressentons moins que d'autres pays les variations de prix au stade de la pompe, tellement est importante le matelas fiscal sur lequel nous fonctionnons. Bon, ça a au moins quelques avantages. Je voulais vous signaler une deuxième crise. Alors ça, c'est des marchés sur lesquels vous ne pouvez pas jouer, hein, mais qui est très importante. C'est ce qui s'est passé sur le fret maritime. Fret maritime, je vous rappelle, grossièrement, il y a 3 types de bateaux. Beaucoup d'autres, bien entendu. Mais il y a 3 types de bateaux importants. Les tankers. Là, le fret est totalement dans les très bas. Le vrac sec, c'est-à-dire les vraquiers qui transportent les minerais et les grains, et les conteneurs. Jusque-là, vous voyez le marché des conteneurs, là c'est un indice, il y a pas mal d'indices sur le marché, il y a les indices que calculent les Chinois, les indices de Shanghai, mais grossièrement, jusqu'en 2017-2018, le prix pour balader un conteneur de 40 pieds entre un port chinois et un port européen, c'était 1500 dollars. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 10 000 dollars, et dans certains cas, c'est monté jusqu'à 20 000. Et il faut rajouter à cela, bien entendu, des délais, dans la mesure où aujourd'hui, vous avez quasiment 300 porte-conteneurs qui font la queue pour décharger au large de ports totalement saturés. Alors, il y a la conséquence du Covid, parce qu'il y a eu des ports qui ont fermé, il y a des équipages qu'on n'a pas pu renouveler, etc. Il y a eu le boom de la consommation, le Made in China, et pour faire arriver le Made in China, là vous avez eu des encombrements, et puis il y avait des taux tellement bas qu'il n'y avait eu quand même pas tellement d'investissement, et donc, mais ça a un rôle important, non seulement pour les biens manufacturés, mais aussi quand même pour un certain nombre de matières premières qui se baladent aussi en conteneurs. Alors je n'ai pas mis les tankers, sur le vrac sec, alors là on a un indice sur lequel vous avez du marché. Vous avez un marché des forward agreements sur la base de ce qu'on appelle le Baltic Dry, donc l'indicateur du Baltic Dry, c'est-à-dire vrac sec. Et vous voyez quand même, alors bon, il est là, vous voyez, on était tombé à 400, là on est monté pratiquement à 6000. Hein. Vous voyez les variations qu'on peut avoir là-dessus. Là, ça c'est un petit peu, c'est un peu retombé. On reste quand même à des niveaux, et c'est retombé essentiellement pas du fait de la baisse des importations chinoises de minerais et de fer. En fait, il faudrait même rentrer dans le détail, puisque cet indicateur, il se décline suivant la taille des navires, entre les Handysize, les Panamax, les Capesize, etc. Donc c'est un peu plus complexe, mais c'est une vraie crise qui perturbe profondément l'économie mondiale, et ça, il faut en tenir compte. Et cette crise, elle ne se dénoue. Alors là, c'est vraiment une crise temporaire, quelque part. Ça ne se dénouera pas avant, à mon sens, la deuxième partie de 2022. Donc c'est quand même une limite non négligeable. Ensuite, regardons un petit peu ce qui s'est passé sur les autres matières premières. Alors, on va voir deux choses. D'un côté, les métaux, de l'autre, les produits agricoles. Alors, sur les métaux, là, ce que vous voyez, c'est l'indicateur calculé sur les 6
grands métaux non ferreux qui sont cotés sur le London Metal Exchange, c'est-à-dire l'aluminium, le nickel, le plomb, le zinc, l'étain et le cuivre. Donc vous voyez que là, par contre, nous sommes remontés à des niveaux qui sont à peu près ceux que l'on avait connus au moment de la folie de la croissance chinoise et donc des importations chinoises, c'est-à-dire 2011-2012. Alors je vais vous en donner simplement quelques exemples. L'aluminium, même s'il est un tout petit peu retombé, mais il y a eu de très fortes tensions liées en particulier à la Chine. Et puis rajoutez à cela un petit coup d'État en Guinée. La Guinée, c'est le premier exportateur mondial de bauxite. Donc ça rajoute quand même un petit peu de peps sur le marché. Regardez, alors le marché et le métal, là c'est intéressant. Le métal qui a connu la flambée la plus forte. Qui aurait pensé à l'étain? L'étain, c'est un métal du passé. Pour la petite histoire, c'est quand même sur l'étain qu'avait été créé le London Metal Exchange. Le premier contrat de futures à la fin du 19e sur les métaux, avant même le cuivre, c'était l'étain. Parce que l'étain, ça servait à quoi à l'époque? Ça servait à faire du fer blanc, et le fer blanc, ça servait, une fois qu'on a eu inventé la pertisation, à fabriquer des boîtes de conserve. L'étain était un métal stratégique, fondamental. Ça servait aussi à faire du bronze, bien entendu. Et vous savez ce qu'il en fut de l'étain. Nous utilisons de moins en moins de fer blanc, de boîtes de conserve, etc. Le résultat, la demande d'étain s'était relativement effondrée. Et à partir de la fin du XXe siècle, l'étain a trouvé une autre utilisation. Et cette autre utilisation, c'est dans le domaine de l'électronique, dans le domaine des semi-conducteurs, les soudures. Toutes les soudures dans le domaine des semi-conducteurs sont à base d'étain. Si vous rajoutez à cela le fait que l'étain, le principal producteur mondial, c'est désormais la Chine, mais la Chine importe son minerai d'un pays très sympathique, mais qui n'est pas un monstre de démocratie, je veux parler de Myanmar. Donc vous rajoutez quand même une dose d'incertitude géopolitique, et vous mettez sur cela la crise des semi-conducteurs, un peu de protectionnisme en Indonésie, et vous voyez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de 40 000 $ la tonne, c'est-à-dire qu'en 18 ans, le prix de l'étain a été multiplié par 10. C'est un tout petit marché, hein, et c'est le plus petit des grands marchés du LME, mais vous voyez là, et c'est vraiment une flambée qui est liée, je dirais, quasiment à une pénurie sur le marché, sachant bien entendu que l'étain joue un rôle mineur, et ça n'est pas très important dans l'équilibre et le coût de revient d'un semi-conducteur. Je vous montre le cuivre. Vous voyez que là, il se trouve qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, un squeeze sur le marché. Un certain nombre de gens qui se sont retrouvés sans possibilité de dénouer leur position en physique, qui ont été obligés à un moment, le spread, plus ou moins la backwardation entre le cash et le 3 mois. Je vous rappelle que sur le LME, les deux cotations officielles, c'est le cash et le 3 mois, parce qu'à la fin du 19e siècle, il fallait 3 mois à un navire pour ramener de l'étain des détroits, c'est-à-dire de Singapour, au Royaume-Uni. Donc on cote le cash et le 3 mois, et la backwardation entre le cash et le 3 mois a atteint, je crois que c'était fin octobre, 1 000 $ la tonne, ce qui est quand même assez considérable. Et ces 1 000 $ la tonne, les gens étaient obligés de les payer pour emprunter de l'étain physique au marché, de manière à pouvoir honorer leurs engagements. Je vous en montre un dernier qui nous intéresse directement, puisque le bonheur de la Nouvelle-Calédonie est directement indexé sur le cours du nickel. Le nickel qui, lui, profite incontestablement, un petit peu comme le cuivre, d'une demande supplémentaire liée à la transition énergétique. Vous avez d'une part pour les métaux la conjoncture économique générale, mais vous avez aussi quand même, il faut le rappeler, les nouvelles utilisations. On ne raisonne jamais à technologie constante.
Aujourd'hui, vous êtes tous écolos, donc vous êtes venus en transport en commun ou avec des vélos électriques ou des trottinettes électriques ou je ne sais quoi, mais vous allez retrouver chez vous votre voiture électrique. Dans ces voitures, vous avez des batteries. Les batteries aujourd'hui, c'est lithium-ion, donc c'est du lithium et du cobalt pour l'essentiel. Eh bien, le cobalt, c'est un autre problème. Il vient d'un pays très sympathique, mais assez peu fréquentable, qui est la République démocratique du Congo. Et donc, aujourd'hui, on essaie de remplacer le cobalt, et notamment par du nickel, ce qui explique la lente remontée des prix du nickel. Je passe rapidement. On se focalise toujours, quand on parle des métaux, sur les non ferreux, tout simplement parce que pour l'instant, les marchés dérivés sur le fer et l'acier sont relativement peu, je dirais pas peu efficients, mais ne présentent pas une liquidité énorme, donc ne sont pas des endroits sur lesquels, je pense, on peut faire de l'analyse technique, par exemple. Ça reste, à mon sens, assez limité. Je voulais quand même vous montrer la hausse, par exemple, des prix de l'acier en Chine. En yuan, vous voyez quand même une augmentation très forte des prix de l'acier en Chine, aux États-Unis. Et alors ce graphique, il est passionnant. Et au fond, il vous montre une évolution qui est importante dans le monde des matières premières. C'est ce que j'appellerais en quelque sorte la commoditisation des marchés. Pendant longtemps, vous voyez la courbe là, jusque grossièrement vers 2010-2011, vers 2010, vous avez grossièrement un prix par an. Le fer n'était pas une commodité en tant que telle. Chaque année, les mineurs et les sidérurgistes se rencontraient. C'était des négociations qui étaient complexes, etc. Puis à un moment, il y avait un accord de prix pour l'année à venir qui était signé entre un mineur et un sidérurgiste. Et tout le monde s'alignait sur le prix qui avait été déterminé à ce moment-là. C'était d'ailleurs quelque chose de relativement fascinant. Il y avait un marché spot, mais il était peu représentatif. Et puis, à la faveur de la flambée des prix que vous voyez là, en 2009-2010, peu à peu, le marché spot a pris tellement de place qu'aujourd'hui, le minerai de fer est une commodité qui est cotée sur des marchés à terme chinois, des lieux que je ne vous recommande pas, bien entendu, et un peu sur le marché à terme de Singapour, sur la base, en général, d'indicateurs calculés, soit par Platts, soit par le Steel Index, etc. Ce qui est intéressant, alors, et je vous rappelle que le minerai de fer, c'est le produit pondéreux le plus échangé de la planète. Il s'échange chaque année 2 milliards de tonnes de minerai de fer. Et la Chine, à elle seule, en importe 1,1 milliard de tonnes. La Chine produit aujourd'hui plus de la moitié de l'acier de la planète, essentiellement pour ses propres besoins d'ailleurs. Donc ils sont le grand importateur mondial, ce qui fait que le prix de référence, c'est coût et fret port chinois. Et vous voyez, la surchauffe de l'économie chinoise et la flambée des prix, puisque on était grossièrement, d'habitude, les prix se baladaient, mettons, entre 60 et 100 $ la tonne. On est monté au plus haut, c'était aux alentours du mois de juillet-août, on est monté à plus de 200 $ la tonne. Et en quelques semaines, avec les mesures de refroidissement de l'économie prises par la Chine, avec les problèmes de pollution, avec les problèmes d'accès à l'énergie, la demande chinoise s'effondrant, on est retombé. Alors là, on pourrait même actualiser la courbe. Je crois qu'aujourd'hui, on est même en dessous de 100 $ la tonne. Alors ça, c'est assez fascinant parce que on peut pas. Alors là, il n'y a pas vraiment de marché. Enfin, il y a un marché physique, un marché de gré à gré. Il y a des contrats OTC, mais ils ne pèsent pas très très lourd. Je pense que personne ne fait d'analyse technique sur les courbes du minerai de fer. Et on ne peut pas donc incriminer au marché financier tous les gens qui disent oui mais vous comprenez, les matières premières elles seraient tellement heureuses s'il n'y avait pas de spéculateurs financiers, etc. Là il n'y en a pas. Et regardez l'instabilité que nous avons sur le minerai de fer.
Il faut quand même que j'aille un peu plus vite, je pense. Je dois être atrocement long, je m'en excuse. Quelques mots sur les produits alimentaires. Là, effectivement, nous avons aussi une crise. Alors, pas généralisée, mais qui est relativement importante. Si je prends... Mais pourquoi? Attendez, j'ai fait un truc là. C'est pas bien ça. Ah oui. Voilà. Alors, crise des marchés agricoles, peut-être un petit peu moins spectaculaire. Vous voyez là, je vous ai pris octobre 21 par rapport à octobre 2020. Vous voyez que les prix du blé, en moyenne, ont augmenté de 38%, mais les prix du riz ont diminué. Alors, on a quelques records actuellement dans le domaine des produits agricoles, le colza, le blé, le sucre blanc, dont les prix ont véritablement flambé. 305 euros la tonne à Paris sur Euronext, là qui est un vrai marché à terme. Les marchés à terme avaient totalement disparu en France. D'ailleurs, on parle toujours sur les produits agricoles du Matif. Eh ben, le contrat blé du Matif, c'est un contrat de référence mondiale. Le contrat colza, un petit peu, c'est moins vrai pour le maïs. Et les contrats sucre, c'est plutôt les prix de Londres. Alors, je vous passe rapidement quelques courbes. Vous voyez, alors là, j'ai ramené en euros, en bleu, le prix français, et en rouge, un simili équivalent, qui est le prix de Chicago. Vous voyez, alors, il se trouve que nous sommes remontés à des niveaux, vous voyez, qu'on n'avait pas connus depuis fort longtemps, puisque là, actuellement, on est au-dessus. Là, la dernière, c'est les moyennes de mois d'octobre. Donc là, la dernière cotation, lundi, on était à 305 euros la tonne. Il faut tenir compte quand même aussi d'une chose, qui est la faiblesse de l'euro. Hein. Quand je traduis mes prix en dollars en euros, eh ben, j'ai incontestablement des prix élevés. Je passe rapidou. Vous voyez, alors ça c'est Chicago en dollars le boisseau. Là les prix retombent. Pourquoi? Parce que nous avons des perspectives relativement importantes de bonnes récoltes aux États-Unis. Sur les grains, qu'est-ce qui s'est passé? Et quel a été l'élément déclencheur de la crise? Ce n'est pas des événements climatiques, c'est simplement que la Chine est devenue le premier importateur mondial de grains. D'habitude, la Chine importait 10-20 millions de tonnes de céréales. Sur la campagne 21-22, enfin sur la campagne 20-21, ils ont importé 50 millions de tonnes de céréales. Et la grande question que nous nous posons tous, c'est de savoir que va-t-il. Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est exceptionnel? Ou est-ce qu'il faut maintenant entrer la Chine comme le grand acteur à l'importation du marché des céréales? Je vous montre le soja qui ressemble à peu près à ça. L'huile de palme en Malaisie qui est assez représentative des marchés des huiles. Mais l'huile de palme, elle est aussi sensible à l'augmentation des prix du pétrole puisque c'est aussi le marché d'un certain nombre de biocarburants. Alors sur les produits agricoles, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des accidents climatiques. Par exemple, alors ça vous en avez entendu parler parce que les radios en parlent souvent. Il y a eu une sécheresse au Canada. La sécheresse au Canada, elle a touché notamment deux produits, le blé dur et ce que les Canadiens appellent le canola, c'est-à-dire le colza. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le blé tendre, ça sert à la panification, et le blé dur, ça sert à la semoulerie, et donc aux pâtes alimentaires. Et quand vous êtes sur des... vous faites attention, parce que en anglais, blé dur, ça ne se dit pas hard wheat, ça se dit durum wheat. Parce que vous avez un blé tendre de force, qui est ce qu'on appelle le hard red winter, et qui est un blé tendre. Donc il s'appelle hard red winter, et vous ne voulez surtout pas traduire blé dur, c'est un blé tendre. Le Canada est le premier producteur mondial de blé dur, sécheresse, mauvaise production, tension, et on en a parlé d'ailleurs sur le prix des pâtes alimentaires. Sécheresse en Argentine, problème de qualité en Europe, sécheresse historique en Iran, des décisions politiques comme la Russie qui met en place des taxes à l'exportation, et la Russie est en train un petit peu d'utiliser l'arme du blé comme elle utilise dans un autre domaine l'arme du gaz, l'influence des biocarburants, bien entendu, et puis cette demande chinoise qui est extrêmement importante et qui nous
tire littéralement pratiquement sur presque tous les marchés alimentaires. Je vous fais grâce de la viande porcine et des produits laitiers. C'est pas l'heure, mais vous avez peut-être pris votre café. Votre café vous coûte beaucoup plus cher, comme vous pouvez le voir. Alors, 2 raisons à cela. Une première raison, au mois de juillet, il a neigé au Brésil. Et donc, il a gelé, surtout. Il a neigé, mais surtout, il a gelé. Donc, une partie des caféiers brésiliens est probablement morte. On ne sait pas quel est le pourcentage, mais ça a eu un impact immédiat sur le marché, puisqu'on fonctionne en termes d'anticipation. Et d'autre part, pendant 1 mois, le Vietnam s'est coupé du reste du monde du fait du Covid. Or, le Vietnam, vous ne le savez peut-être pas, est le 2e producteur mondial de café, le 1er producteur mondial de Robusta. Il y a de fortes chances que le petit noir que vous prenez dans le café de la rue Saint-Lazare, qui est un très bon café, c'est traditionnellement en France du Robusta, et il y a de fortes chances qu'il vienne du Vietnam. Et l'approvisionnement de ce point de vue-là a été bloqué. Et vous voyez que grossièrement, les prix du café ont doublé. Alors, que se passe-t-il? Et je vais pas tarder à m'arrêter là-dessus. Les gens de Goldman Sachs vendent depuis 6 mois, ou même un peu plus loin, l'idée qu'on est en présence d'un super cycle. Je trouve ça totalement absurde. D'abord parce qu'il y a effectivement des cycles sur les marchés des matières premières. Donc il n'y a pas de super cycle, il y a un cycle. Il y a un cycle, et depuis le début du XXe siècle, les marchés de matières premières ont évolué sur des rythmes de 25 à 30 ans. Forte tension pendant 4 ou 5 ans, ce qui permet de remettre en marche la machine de l'investissement et du développement de capacités de production nouvelles, tout le monde prenant grossièrement les mêmes décisions au même moment, et au bout de 5 à 10 ans, toutes ces décisions se concrétisant par des productions nouvelles, une longue période de déclin des prix jusqu'à la crise suivante. On a une crise au début du XXe siècle, puis la chute des prix jusqu'à la guerre de 14. On a une crise en 1921, puis la chute des prix des années 20-30. On a une crise en 48-53, la chute des prix des années 50 et 60. On a la crise des années 70, dite crise de 74, qui dure en réalité de 72 et 80, l'effondrement des prix des années 80-90 que vous avez vu, la crise de 2006-2013, et donc aujourd'hui je ne m'y retrouve pas. Pour moi, il s'agit pour l'essentiel d'une crise d'ajustement liée à une crise économique majeure liée à une reprise de la croissance beaucoup plus forte que nous l'avions anticipé, post-Covid pour un certain, et la reprise de la croissance chinoise, elle remonte à juillet 2020, celle de la croissance américaine à septembre-octobre 2020, l'Europe est un peu plus tardive, mais elle ne pèse pas tellement dans la demande de matières premières, à un moment où l'offre restait limitée par les problèmes sanitaires pour un certain nombre de cas, par des goulots d'étranglement dans le domaine des transports, par effectivement des problèmes climatiques, voire géopolitiques. Le résultat pour de très nombreux marchés, déséquilibre offre-demande, tension, excitation, spéculation aussi, parce que très franchement, quand vous voyez les marchés boursiers là où ils sont, vous vous dites, sans être, je ne suis qu'un fondamentaliste moi, mais vous vous dites que les arbres ne montent pas au ciel. Et donc, c'est peut-être pas très raisonnable quand le CAC est au-dessus de 7000, de se mettre à acheter des actions. Ah, ouais. Et donc, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser? Ah, il y a la matière première. Ah, ça a l'air intéressant. Donc, il y a eu, à mon avis, un effet, et d'ailleurs, on voit les volumes investis sur les marchés par le biais de fonds, etc., qui ont augmenté, incontestablement. Alors, la Chine est un cas particulier. La grande nouveauté, c'est le développement des marchés à terme en Chine. Mais nos amis chinois sont gentils, mais ils n'ont pas totalement, ils n'ont pas fait totalement la différence entre Chicago et Casino. Hein. Et donc, ça reste des lieux infréquentables dans lesquels il y a, je dirais, la régulation et le contrôle par les autorités de marché est extrêmement limité. Mais les marchés à terme chinois commencent à avoir une influence sur le reste du monde. Et puis, alors il y a eu quand même, pour certains produits,
une influence incontestable liée, et une des conséquences, au fond, peut-être un peu positive du Covid, qui est prise de conscience environnementale au sens le plus large, transition énergétique. Vous me direz qu'il n'y a pas grand-chose à la COP26, mais toujours est-il que nous essayons d'avoir des comportements un tout petit peu plus exemplaires, ce qui se traduit par des demandes pour ce qu'on peut appeler les matériaux énergétiques, dans lesquels vous avez un certain nombre de métaux que souvent jusque-là on avait relativement peu regardé. Voilà un petit peu. Alors j'ai réappuyé sur un truc. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, c'est rien. Hop là. Voilà. Donc, au fond, qu'est-ce que l'on peut anticiper? Bon, c'est pas sorcier de se dire qu'on est quand même, au moins pour l'énergie et le shipping, on est encore en plein milieu de la crise. On est dans l'œil du cyclone et ça va quand même durer assez longtemps. Néanmoins, ma vision, et je ne suis pas la seule à l'avoir, est que, à l'image de certains des graphiques que vous avez vus, le minerai de fer, le maïs, le soja, il y en a d'autres que j'aurais pu vous montrer, les pics sont plutôt derrière nous que devant nous. Vous connaissez, alors vous êtes quand même des gens qui regardez le sentiment des marchés, le sentiment des excitations qui montent, etc. Et ce moment où vous avez une exubérance irrationnelle, le moment où l'exubérance irrationnelle, elle s'éteint. Il me semble que sur un certain nombre de cas, nous avons passé l'exubérance irrationnelle. Et donc, sauf problèmes climatiques, géopolitiques ou sanitaires, nous devrions plutôt assister à un réajustement des marchés à la baisse. Néanmoins, il reste un certain nombre de questions fondamentales sur lesquelles je vais vous laisser. Un, qu'est-ce qui arrive du Covid? Ça, j'en sais rien. Vous voyez, j'avais mis une quatrième phase, parce que le monde y est plutôt dans la quatrième phase. Nous, on est très très en avance, donc on est en train de se faire la cinquième. Mais la quatrième, on l'a un peu passée. Mais on n'en est pas sorti. Deuxièmement, des doutes quand même sur l'économie chinoise. Ça, je pense quand même qu'il faut en tenir compte. Je posais la question d'Evergrande. Mais Evergrande, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, notamment des créances douteuses de l'appareil bancaire chinois? Le problème, incontestablement, du fait que nous avons acheté quelque part notre bonheur durant la crise à coup d'endettement, que la sortie de l'endettement, il y a dans l'histoire économique une constante, c'est que l'inflation, que finalement l'endettement c'est pas trop un problème si on trouve le moyen de ruiner le rentier toutes les 2 ou 3 générations, et que la meilleure manière de ruiner le rentier, ça reste l'inflation. Donc, au fond, pourquoi pas une période de stagflation? Le jeune retraité que je suis pense que c'est une manière dont on lui réduira peu à peu sa rente. Et puis quand même, notamment au niveau européen, nous sommes très en avance dans notre vision environnementaliste de la chose. Quelles en seront les conséquences? Je participais ce matin sur France Inter à un débat sur la nouvelle politique agricole commune, le débat sur l'initiative From Farm to Fork, du champ à l'assiette, qui, si on allait jusqu'au bout de cette logique, se traduirait par une réduction de la production agricole européenne de l'ordre de 12%, et au fait que sur nombre de produits, l'Europe deviendrait importatrice et non plus exportatrice. Bon, donc il faut s'interroger sur toutes ces questions. Globalement, j'imagine qu'en 2022, les marchés pourraient être quand même plutôt en recul par rapport aux tensions de 2021. Mais je vous rappelle, juste pour conclure, cette citation de Galbraith qui disait que la prévision économique n'existait véritablement que pour rendre l'astrologie respectable. J'ai dit l'astrologie et pas l'analyse technique. Vous le remarquerez. Je vous remercie et je serai heureux, je m'excuse d'avoir été un peu long, de répondre aux questions s'il y en a. Ouais, je vous en ai. Est-ce qu'il y a question avant de passer à Juliane et Benzal que je vois au fond de la salle?
Bonjour Julien. Est-ce qu'il y a des questions? Ou tout est clair? Si vous avez parfaitement Ah. compris, c'est que je me suis mal exprimé. Ça, c'était Greenspan. C'était qui qui faisait ça? C'était Greenspan. Greenspan. Mais c'est tellement touffu bon, qu'on a du mal à formuler des questions. Qui a posé la question? Oui, j'avais une question sur la production et le transport d'électricité. Puisqu'en fait, dans les années à venir et dans le changement vers une économie verte, on va consommer beaucoup plus d'électricité, avec d'une part des pompes à chaleur dans le domaine du chauffage, avec les voitures et les trottinettes électriques. Alors, cette électricité, il faut bien produire. Alors, comment est-ce qu'on fait? On prend du nucléaire d'une part, mais d'autre part, on prend aussi du charbon et du pétrole. Comment est-ce que ça a été considéré dans les différents scénarios économiques? Je dirais que méchamment, ça n'a pas forcément été très très considéré, soyons honnêtes, qu'un des grands problèmes dans le développement des renouvelables, c'est leur caractère intermittent, bien entendu, et le fait que bien souvent, ces renouvelables sont produits à des endroits qui ne correspondent pas forcément au lieu de consommation. L'exemple type, c'est l'Allemagne. On a plutôt besoin d'énergie dans le sud de l'Allemagne, mais là où il y a du vent, c'est du côté de la mer du Nord et de la Baltique, c'est dans le nord de l'Allemagne que se trouve l'essentiel de la production d'éoliennes. Sachant qu'en Allemagne, le soleil n'est pas suffisamment au rendez-vous pour permettre que le solaire joue un rôle important. Et que les mêmes écolos qui soutiennent les renouvelables ne veulent pas entendre parler de lignes à haute tension. Et que le coût de l'enterrement des lignes est quand même relativement important. Que d'autre part, vous avez de la perte, bien entendu, d'énergie. Alors c'est là, mais moi j'atteins vite mes zones d'incompétence, c'est là où l'hydrogène peut jouer un rôle assez fondamental. Parce que l'hydrogène est une manière de stocker et de transporter de l'énergie. On peut même utiliser les réseaux des gazoducs pour de l'hydrogène. Donc de ce point de vue-là, ça deviendrait, me semble-t-il, intéressant. La vraie question sur l'électricité, c'est une question qu'a posée Bruno Le Maire. Lorsqu'on a vu la flambée des prix, parce que le principe qu'on en avait trouvé, qui paraissait le plus juste, de manière à ne pas défavoriser un producteur par rapport à un autre, un mode de production par rapport à un autre, c'était de dire le prix de marché, ce sera le prix du dernier kilowattheure de la dernière centrale appelée. Évidemment, ça a introduit une instabilité totale. Les Français, qui n'aiment pas beaucoup le marché, étaient beaucoup plus fidèles au système de pricing de l'électricité tel que les avait définis Marcel Boiteux lorsque l'on a mis en place le programme du nucléaire. Et on pourrait se dire que la France, qui a quand même de ce point de vue-là une autonomie presque totale, le nucléaire représentant 70% de notre génération d'électricité, on pourrait se dire qu'en France, on pourrait avoir cette garantie d'une stabilité du prix, puisque il faut intégrer bien entendu dans le coût du nucléaire, le coût du démontage et le coût de la remplacement des capacités de production, ce qu'on n'a pas forcément fait d'ailleurs en maintenant des prix d'électricité trop bas. Mais c'est vrai, et vous avez raison, sur l'électricité qui devient incontournable, le problème de l'intermittence, le problème du stockage, le problème du transport sont très importants. Mon sentiment est que, en Europe, et je crois que c'est une bonne chose, nous avons décidé de supprimer le charbon. Le charbon, c'est dégueulasse. Et nous rêvons tous de passer directement au renouvelable, avec chez les Verts en plus, l'omerta sur le nucléaire. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et, me semble-t-il, nous avons devant nous la nécessité, de garder le nucléaire en France, car c'est un atout. 2, de se dire que de toute façon, on ne pourra pas filer directement au tout renouvelable, qu'il faudra qu'il y ait une énergie de transition, que cette énergie de transition, ce sera le gaz naturel. Parce que autant le nucléaire en France, il a une légitimité, autant on se rend compte que le nucléaire, ça demande des compétences
technologique et un environnement géopolitique que vous retrouvez dans très peu de pays. Je frémis, par exemple, quand je vois les Coréens qui ont construit une centrale nucléaire dans les Émirats Arabes Unis. Pour l'instant, c'est stable, les Émirats Arabes Unis. Mais du jour au lendemain, on peut se trouver dans des zones de guerre. Donc, il faut bien se rendre compte que le nucléaire, ce n'est pas un joujou à mettre dans toutes les mains. C'est une solution, éminemment dans le cas français. Il est regrettable que les Allemands, pour des raisons de peur, en allemand, le nucléaire c'est atome, ça fait peur, et ont décidé de quitter le nucléaire. Les Suisses, hypocrites comme toujours, ont dit nous on veut plus de nucléaire, mais on va continuer à acheter de l'électricité issue du nucléaire à la France. Bon, pourquoi pas. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. On développera. Nous avons en France probablement le nucléaire le plus safe qui soit, et on a mis la barre très très haut en termes de sécurité, ce qui est d'ailleurs une des raisons de la lenteur des projets d'EPR et autres machins de ce genre. Je ne suis pas sûr que les conditions de sécurité soient aussi fortes en Chine, par exemple, mais le nucléaire, on peut pas, il n'est pas la solution, il est une des petites solutions. La vraie solution dans la transition, c'est de sortir du charbon et de remplacer ce charbon et le pétrole, dans un premier temps par le gaz, qui a l'avantage, en termes de degrés de pollution, si vous mettez 4 pour le charbon, vous mettez 2 pour le pétrole, vous mettez 1 pour le gaz naturel. Donc, oui, c'est une énergie fossile, mais je ne le mets pas dans le même sac que les autres. Connaît-on les réserves de gaz? Dernière question, hein, parce que... Allez-y, dernière Réserve question. de gaz. Alors, vous savez, la notion de réserve est quelque chose qui évolue terriblement. Je vous rappelle, monsieur, vous avez dû connaître et vous souvenir dans votre jeunesse du rapport Halte à la croissance du Club de Rome, publié en 1972, qui nous disait qu'il n'y aurait plus de pétrole à la fin du siècle. C'était le XXe siècle. Il y aura encore du pétrole à la fin du XXIe siècle. J'espère simplement que les hommes seront assez sages pour avoir trouvé les moyens de ne plus l'utiliser. Bon. Pour le gaz naturel, la dernière fois que j'avais regardé, on avait à peu près un siècle de réserve. Et on a vu le développement des gaz de schiste, etc. Donc de ce côté-là, le problème ne se pose pas vraiment. Très bien, un grand merci et il y aurait bien de nouveaux applaudissements pour le professeur Schelman. C'était vraiment très intéressant. Et alors donc, je vous confie, il y en a une cinquantaine. Donc. Merci beaucoup. Mais pour ceux qui le voudraient, papier, il est publié aux éditions économiques.